écoutez, moi je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être là avec vous aujourd'hui. C'est une journée qui est spéciale pour moi parce qu'en fait, elle marque le lancement de mes webinaires experts que je veux organiser tous les mois, sauf pendant la période estivale. J'espère que vous m'en voudrez pas. Sur le sujet de la pratique clinique, de l'orthopsie et de l'oculométrie, qui est un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors maintenant je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement et puis aussi vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de lancer ces webinaires. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et aussi pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours le même nom, je m'appelle Muriel Moindreau, je suis neuroscientifique, je suis formatrice et j'ai créé récemment mon entreprise qui s'appelle Neurosciences for Society. Pour moi, c'est une entreprise qui veut mettre les neurosciences au service de la société et ça passe aujourd'hui par aider les orthoptistes à faire de l'oculométrie une force dans leur pratique clinique. Moi, j'ai une expertise en fait de 17 ans d'oculométrie et enregistrement des mouvements des yeux, dont 5 ans pendant lesquels j'ai travaillé dans des startups qui développent en fait des dispositifs d'enregistrement euh, des mouvements des yeux. Et en fait, forte de ces expériences, j'ai réalisé que l'oculométrie, en fait, elle arrive encore timidement dans la pratique clinique. Et donc, moi, la mission que je me donne aujourd'hui, c'est vraiment de faciliter la démocratisation de l'oculométrie par de l'accompagnement et de la formation. S'il y en a qui se posent la question, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas attachée à un fabricant d'appareil ou à un dispositif. Je n'ai vraiment aucun lien d'intérêt. Et donc, en fait, pourquoi j'ai eu envie d'organiser ces webinaires experts? Vous allez peut-être le remarquer, enfin, si on se croise régulièrement, moi, ce qui est important pour moi, c'est le partage et apporter de la lumière dans notre monde en général. Et donc, une façon que je vois d'apporter la lumière, c'est aussi, en fait, en apportant de la connaissance. Et j'ai réalisé, en fait, que dans mon réseau, il y a énormément de personnes qui ont des connaissances et des compétences qui sont intéressantes et importantes à partager. Et en fait, j'ai envie de leur donner la possibilité, justement, pendant ces heures de webinaire, de partager justement avec le plus grand nombre. Et je me dis, c'est aussi comme ça qu'on va faire bouger les lignes et on va aider à démocratiser l'oculométrie. Et donc aujourd'hui, on commence avec Alain Bowens, qui me fait vraiment le cadeau de sa présence aujourd'hui et d'avoir préparé son intervention. Il va nous parler en fait des étourdissements posturaux-perceptifs persistants. Je suis arrivée sans me tromper. Je vais laisser Alain le soin de se présenter, juste je vais vous raconter en fait avec Alain, on s'est rencontrés quand moi je travaillais chez un des fabricants de dispositifs d'oculométrie, parce qu'à cette époque justement le fabricant s'intéressait à la question des vertiges. Et en fait, moi, je n'étais pas du tout compétente sur le sujet, donc je me suis tournée vers la personne qui me semblait être experte dans le domaine, qui est Alain, qui a bien voulu lancer en fait les échanges, commencer à m'éduquer un petit peu sur le sujet. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et donc, pour vous parler un peu d'Alain, Alain, en fait, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir cette approche globale, cette compréhension globale du patient. Donc, en fait, il a commencé en étant kiné et s'est rendu compte que pour accompagner ses patients vertigineux, c'était pas forcément suffisant. Donc, il allait se former à l'orthopsie. Plus tard, il a développé le panneau panoramique stéréoscopique. Et donc, en fait, j'ai pensé à lui assez naturellement pour lancer ces webinaires. Et donc, le sujet qu'il va aborder aujourd'hui, c'est justement le PPPD démystifié. Alain, je te laisse la parole. D'accord. Merci Muriel et bravo pour cette initiative. Nous sommes tous très heureux de voir cet enthousiasme qui va profiter certainement à la profession d'orthopsie. Et donc tu me fais l'honneur d'inaugurer cette série de webinaires et c'est un plaisir pour moi aussi de partager euh, ce sujet avec vous. Alors je vais minimiser la petite caméra là-haut, comme ça personne ne l'a. Et je vais donc avoir la charge de vous parler d'une pathologie qui s'appelle le PPPD et qui fait un peu peur à beaucoup de monde parce que c'est une pathologie mystérieuse qui renferme pas mal de choses justement méconnues. Alors, comme Muriel le disait, oui, ça s'appelle PPPD, l'abréviation de Persistent Postural Perceptual Dizziness, en français étourdissement posturo-perceptif persistant. Alors, c'est une entité nouvelle. Hein, une entité, une appellation qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Euh, c'est assez récent, ça date de 2010. C'est un produit dérivé du symptôme vertige, donc ça appartient au monde, à la sphère, disons, ORL, neurologue.
et ça cache en général des problèmes sans gravité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion organique, pas de lésion organique grave en tout cas, pas de maladie neurologique identifiée. Cela a abouti à des critères OMS, hein. On a donc dû poser des critères pour définir ce PPPD. Euh, il y a un organe qui fait office d'instance Alain, officielle pour parler des problèmes Alain, vertigineux. excuse-moi. Oui, Il y a un écho. Alors attends, je vais voir si. Hop. Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que tu mais peux je reparler ne parce qu'on sais pas t'entendait pas très si... Voilà, bien? je parle. Voilà, ça va de ton Oui, c'est côté? bon. Ouais, ouais, c'est Oui, bon. Et ok, donc merci. c'est résolu. Merci, désolé. Euh, donc, il y a un organe, une instance officielle qui fait office euh, de référence en matière de troubles vestibulaires, vertiges. C'est la Barony Society qui communique au travers d'une revue bien connue qui est le Vestibular Research. Et un des derniers numéros, enfin, pas un des derniers, mais un des numéros a été euh, consacré à la définition et aux critères du PPPD. Euh, Voici la définition que la Barani donne de ce PPPD. Ce sont des étourdissements posturaux perceptifs persistants. C'est une maladie vestibulaire fonctionnelle chronique caractérisée par des symptômes d'instabilité ou d'étourdissement. Ils sont fréquemment provoqués par le mouvement du corps ou déclenchés par des stimuli visuels. Le diagnostic implique la présence d'étourdissements persistants. Alors, la notion d'étourdissement, c'est assez vague, mais c'est donc un mal-être sensoriel perceptif qui se rapporte à l'équilibration. Ça fait appel aussi à une instabilité subjective. Subjective veut dire qu'on ne voit pas les personnes tomber. C'est la personne, c'est le sujet qui a l'impression de ne pas tenir dans un équilibre parfaitement stable selon lui. Ce sont donc des vertiges non rotatoires, le patient peut évoquer. Et il faut que ces problèmes persistent pendant au moins 3 mois. Donc c'est un problème long et tenace. On suppose que ces symptômes sont causés initialement par des pathologies déclenchantes telles que des affections vestibulaires aiguës, épisodiques, chroniques, ou certaines affections neurologiques ou médicales, voire une certaine détresse psychologique. Des personnes présentant des symptômes similaires ont déjà été diagnostiquées avec diverses maladies, notamment le vertige postural phobique, l'inconfort lié aux mouvements spatiaux, le vertige visuel et les étourdissements subjectifs chroniques. Donc vous voyez, ce terme-là, cette appellation PPPD, renferme pas mal de choses. Ça reste quand même quelque chose d'abstrait, subjectif, très subjectif. C'est lié à l'équilibre, c'est lié à la notion de statique, de stabilité et de mouvement par opposition. Et donc, on peut voir dans ce groupe pas mal de choses. Alors, avant 2010, évidemment, il y avait déjà des statistiques et des répartitions des vertiges dans des tableaux, dans des graphiques. Et ça veut dire que même avant le PPPD, il y avait un étiquetage des patients. Et vous voyez qu'ici, par exemple, en 2007, Michel Toupet, qui est un éminent ORL de Paris, qui a consacré toute sa carrière à l'étude et au traitement des vertigineux, faisait déjà ses propres statistiques et pouvait établir des pourcentages pour chacune des grandes pathologies. Et là-dedans, on ne trouvait pas de PPPD, mais on trouvait par exemple un grand quartier de Tartes réservé aux pathologies centrales, un autre réservé aux VPPB, les petits cristaux pour ceux qui ne connaîtraient pas le jargon, alors aussi d'autres grandes catégories comme le Ménière, hein, c'était une pathologie que l'on rencontrait souvent auparavant. Et une autre catégorie était la catégorie des phobies. Donc vous voyez que on voit quand même un petit côté arbitraire dans l'étiquetage des pathologies et des affections. Bien sûr, ces étiquetages se font sur base de certains critères diagnostiques et on ne fait pas ça au hasard, mais ça veut dire, et c'est toujours le cas, qu'il y a en matière de vertige une marge de tolérance et quand même certaines erreurs dans l'étiquetage des patients vertigineux. Alors, Michel Toupet nous disait
que les vertiges, c'était quand même très très fréquent. Une personne sur deux au cours de sa vie aura fait l'expérience d'un grand vertige. Et donc, ça veut dire que dans la population générale, voilà, beaucoup de monde connaîtra un jour des vertiges. Ça veut dire que c'est fréquent comme symptôme. Euh, alors, au niveau PPPD, depuis qu'on en parle, on nous dit qu'il n'y a pas d'études à grande échelle sur l'épidémiologie du PPPD, mais on estime qu'il y a une prévalence de 15 à 20% des vertiges. On sait que ça touche davantage les femmes et on sait que cette affection n'est pas dénuée d'une certaine comorbidité. On sait qu'il y a plus de patients atteints d'hypercholestérolémie, de migraines, de troubles métaboliques des glucides, de syndromes cervicaux, c'est-à-dire problèmes d'arthrose, de vertiges positionnels paroxystiques bénins, de dysautonomie, de troubles de l'oreille moyenne, d'hypertension artérielle, d'arythmie cardiaque, de diabète, d'hypothyroïdie et de syndrome de Ménière. Vous voyez, le PPPD ne vient pas tout seul. Il y a souvent d'autres pathologies associées. Alors la physiopathologie proprement dite du PPPD n'est pas vraiment connue et elle est en tout cas sous-explorée. Ce que l'on sait, c'est que le PPPD conduit à un cercle vicieux qui provoque une dépendance somatosensorielle visuelle, en raccourci une dépendance visuelle, on y reviendra, et des conséquences fonctionnelles importantes au cours de la vie, hein, des conséquences quotidiennes. Et cette affection traduit la complexité du PPPD et invite à la collaboration interdisciplinaire. Une collaboration qui mènera des thérapies ciblées et des meilleurs résultats pour le patient en principe. Ce que la Société Barani a aussi souligné, c'est le caractère récurrent d'un certain stress à certains stimuli visuels. Ceci va évidemment intéresser les orthoptistes. Avant d'aborder le thème proprement dit du PPPD, je vais un petit peu vous parler de la vestibulologie et de la façon dont on a étudié les vertigineux et le domaine vestibulaire depuis les origines. Et donc, je vais revenir un petit peu au 19e siècle où on a connu les plus grands fondamentalistes avec Flourens qui découvre les canaux semi-circulaires, Ewald qui met en lien le flux endolymphatique et la phase lente du nystagmus vestibulaire, Becherev qui met en avant la nature centrale de la compensation vestibulaire, Match qui parle de stimulation pendulaire et de seuil de sensation, Purkinje, que vous connaissez déjà, qui est aussi celui qui a découvert le nystagmus optocinétique. Nous avons après ces fondamentalistes, nous avons des cliniciens qui sont venus enrichir les connaissances et parmi eux des otologistes dont le fameux Prosper Ménière dont on connaît le nom par la maladie qu'il a mise en évidence en 1861. Des neurologues aussi ont beaucoup apporté à ces connaissances et très peu d'ophtalmologues se sont intéressés au vertige. Alors, au niveau de l'exploration du vertigineux, il y a aussi une certaine histoire qui dépend de l'évolution de la technologie. Nous nous sommes très vite rendus compte que pour étudier le vertigineux, il fallait s'intéresser aux yeux, c'est-à-dire à l'oculomotricité et au mouvement oculaire. Alors, c'est en 1900, entre 1900 et 1930, qu'ont eu lieu les plus grandes découvertes en matière d'exploration, on a pu observer les yeux grâce à les premiers enregistrements ont été permis grâce à une invention de Beuys, un Belge, en 1909, qui a introduit l'électronystagmographie avec l'électronystagmographie avec l'écriture à plume. Évidemment, on connaissait aussi les lunettes de Frenzel, qui étaient des grosses loupes qui permettaient de voir en direct le globe oculaire, des grosses loupes munies d'un éclairage dans la monture. Ça, c'est une version moderne. Et puis, nous avons aussi des connaissances qui sont venues des fondamentalistes comme Barani, hein, Barani qui est un remarquable savant qui a apporté des tas d'épreuves toujours utilisées de nos jours, l'épreuve rotatoire à arrêt rapide, les tests caloriques, le tambour de Barani que vous connaissez aussi en tant qu'orthoptiste. Tout ça lui a valu un prix Nobel en 1914 et c'est aussi lui qui a amené la notion de cupulolithiase, donc ces fameux vertiges positionnels.
Alors, au XXe siècle, ces épreuves d'exploration ont été améliorées, notamment par la validation des tests caloriques, par la validation des tests cinétiques sur fauteuil rotatoire, vitesse constante ou vitesse pendulaire. Les connaissances fondamentales se sont aussi affûtées avec notamment l'exploration de la fonction autolytique qui a pu être réalisée grâce à des tests de fond d'œil et de tests visuels verticales subjectives. Est arrivé aussi le Head Impulse Test, le HIT en 1988, qui teste une fréquence bien particulière de l'oreille interne. Et alors en 1990 est apparue la vidéonystagmoscopie, donc les lunettes de Frenzel modernes, hein, que vous voyez ici à l'écran, hein, qui sont en fait la possibilité de filmer l'œil dans l'obscurité totale pour lui éviter un retour visuel qui pourrait évidemment venir perturber l'observation du réflexe vestibulo-oculaire. Donc la vidéonystagmoscopie est un outil hyper intéressant et utilisé en pratique quotidienne quand on aborde des patients vertigineux. C'est un outil simple d'utilisation, c'est connecté à un ordinateur et tous les orthoptistes devraient évidemment acquérir cet objet pour pouvoir étudier leurs patients. La vidéonystagmoscopie peut être couplée à un système informatique et alors donc un logiciel. On parle alors de vidéonystagmographie pour de l'expertise plus pointue. N'oublions pas que, en dehors de ces avancées technologiques, les connaissances fondamentales ont continué à évoluer et c'est surtout l'apport des neurosciences qui a permis de mieux comprendre le patient vertigineux après l'an 2000. On s'est posé des questions sur l'intégration des afférences, on s'est posé des questions sur les stratégies de l'équilibration et on a maintenant une meilleure connaissance des cortex vestibulaires, puisqu'il n'y a pas un cortex vestibulaire comme il y a un cortex visuel ou auditif, on a des cortex extrêmement impliqués avec la fonction vestibulaire. Ce que l'on constate et ce que moi j'ai constaté en tout cas, c'est qu'au cours de cette évolution dans l'étude du patient vertigineux, il y a toujours un intérêt très très pauvre pour l'oculométrie, hein, considérant que les mouvements oculaires sont normaux en cas d'affection vestibulaire. Alors, au niveau de la prise en charge des vertigineux, on a vu le versant des connaissances fondamentales, de l'évolution des techniques d'exploration, mais il y a aussi une évolution au niveau de la prise en charge des patients vertigineux. Tout ça a fort et vite évolué, notamment au XXe siècle, parce qu'avant le vertigineux était considéré comme enfin, un patient qui devait rester au repos, tranquille, peut-être dans le noir parfois. Il était traité par des médicaments au début, dans certains cas par chirurgie pour des causes très très invalidantes. Mais maintenant, c'est la rééducation qui a pris le dessus et qui est devenue le traitement numéro un des vertiges. Alors, je reprends ici un bref historique des dates clés dans ce qu'on peut appeler la rééducation. C'est surtout après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, que on a vu apparaître des notions de rééducation. Alors, Cawthorne et Coxey, en 1940, deux Britanniques, ont introduit l'activité physique comme traitement des vertiges. Pareil aux États-Unis avec Brian McCabe. Et ce n'est qu'en 1972 qu'on parle réellement de rééducation vestibulaire. C'est d'ailleurs une appellation que l'on doit à son auteur, Alain Sémon, français, parisien, qui a introduit cette notion de rééducation vestibulaire, ce label déposé à la propriété intellectuelle en 1972 à l'occasion des entretiens de Bichat. Donc c'est Alain Sémon qui a apporté les premiers outils et les premiers fondements de la rééducation vestibulaire toujours utilisés aujourd'hui. Alors on a aussi Marcel Noré en Belgique qui avait introduit la Vestibular Habituation Training. C'était une sorte de répétition de certains gestes pour habituer le patient au vertige. John Epley est un nom connu aussi parce qu'il a aussi donné son nom à une manœuvre libératoire dans le cadre du VPPP. Thomas Brandt et Robert Daroff ont été aussi les précurseurs des traitements du vertige positionnel paroxystique bénin. Alors, revenons et attachons-nous à ce qui se passe en France, car ça influence très fort évidemment ce qui se passe dans les pays alentours, comme le mien en Belgique. J'ai été un élève d'Alain Sémon. Hein, donc Sémon a débuté en 1972 ou 72 grâce à sa collaboration avec Jean-Marc Sterkers, auto-neurochirurgien.
Ils ont commencé à étudier le vertigineux nœud rectomisé, c'est-à-dire à qui on coupait le nerf vestibulaire. Et en 1991, Alain Semon a commencé à enseigner ce qu'il connaissait, ses pratiques, ses techniques, à des élèves qu'il a dû choisir parmi un auditoire potentiel, et il a choisi les kinés, car à l'époque, on ne connaissait encore rien de l'examen oculomoteur. Et donc, l'objectif de la rééducation étant de remettre l'homme debout, eh bien, on a enseigné, enfin, Alain Semon a enseigné ces techniques, ces premiers élèves qui étaient des kinés. Alors en 1996, Alain Sémon a aussi mis en place une société internationale de réhabilitation vestibulaire dans laquelle pouvaient se réunir tous ces élèves rééducateurs. Aujourd'hui, on compte en France à peu près 500 kinés qui pratiquent la rééducation vestibulaire régulièrement, mais c'est quelque chose qui est difficile à jauger et à évaluer. On pense qu'il y a à peu près 500 kinés parce qu'il y a maintenant une société de kiné vestibulaire. Ben voilà, donc en fait, ils ne sont pas vraiment comptabilisés, ces kinés, puisqu'il n'y a pas de protection de la discipline. Alors, mon parcours personnel, j'interviens où là-dedans? Eh bien, moi, je suis diplômé de kiné en 86. J'avais fait un mémoire sur les compétences visio-spatiales de l'hémisphère droit chez le droitier. J'étais déjà assez intéressé par la neurophysio. Après mon service, j'ai rencontré donc mon ami Benoît Marcia, ORL, en 1989, ORL tout jeune, qui démarrait la profession, et il m'a donné l'occasion de rencontrer un de ses mentors, Jean-Pierre Demanet, professeur d'ORL à Liège, et très impliqué dans la vestibulologie et dans l'étude de la physio du vertigineux. Jean-Pierre Demanet m'a introduit chez Alain Semon, donc j'ai rencontré Alain Semon à Paris en 89, et puis je me suis lancé en faisant mes premiers pas en rééducation vestibulaire à cette époque-là, mais en commençant petitement avec un vertigineux de temps en temps, un par mois au début, et puis petit à petit ça a commencé à augmenter. Alors au plus je rencontrais des patients vertigineux, au plus je me rendais compte que malgré les techniques et le bon enseignement d'Alain Semon, je ne parvenais pas à tout comprendre au niveau des symptômes de mes patients. C'est alors que je me suis dit, il faut que je me lance dans d'autres études, et j'ai embrayé avec l'orthopsie pour comprendre ces plaintes récurrentes qui étaient à très forte connotation visuelle. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, il est temps que je me dédie mon temps au traitement que des vertigineux, donc j'ai abandonné la kinésithérapie classique et je ne me suis occupé que de vertigineux à partir de 1996, à partir du moment où j'étais orthoptiste aussi. Alors, j'étais installé en Ardennes, c'est-à-dire, vous voyez ici à droite, au milieu de la brousse, si vous voulez, au milieu de la forêt, dans une petite ville nommée Bastogne, et je drainais une patientèle assez large venant d'un périmètre assez large. Et tout s'est toujours très très bien passé jusque 2021 où j'ai quitté Bastogne, parce que je n'ai jamais rencontré de réelles difficultés dans le traitement de mes patients. Ça veut dire que au cours de ces 32 ans, je n'ai jamais rencontré de patients chroniques rebelles, euh, un- résistants au traitement, donc je n'ai jamais personnellement rencontré de PPBD. Mes constats au cours de cette rééducation, au cours de cette prise en charge, c'était donc que les patients avaient toujours beaucoup de plaintes à connotation visuelle, et que pour ces plaintes visuelles, les techniques que l'on m'avait apprises étaient quand même assez limitées. Hein. On parlait de fauteuil rotatoire rapide, ce que j'utilisais. On parlait de fauteuil baguette, un fauteuil lent, hein, où le sujet devait fixer une baguette devant lui. On parlait d'optocinétique, c'est-à-dire de maintien de la station debout en situation d'immersion, en situation de stimulation optocinétique totale, donc dans la pièce, hein, dans l'obscurité. On parlait de barre d'oculomotricité, on parlait bien sûr de manœuvres libératoires, et pour certains privilégiés, on parlait aussi de posturographie dynamique, du fameux Equitest, dont certains centres seulement étaient équipés. Donc je me disais qu'avec tout ça, j'étais quand même limité pour certaines explorations déjà, et aussi pour certains traitements. C'est pour ça que j'ai donc embrayé avec l'orthopsie. Alors, ce que j'ai aussi constaté parmi mes patients, c'est qu'il y avait
nuances à apporter, des distinctions à faire parmi les types de patients dits dépendants visuels. Cette terminologie, dépendant visuel, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le vocabulaire des ORL et dans la sphère des vertiges. Pour moi, j'avais l'impression que tous les patients n'étaient pas des dépendants visuels au sens propre. Il existe différents tableaux, des vrais dépendants visuels et des autres. La dépendance visuelle au sens de l'équilibration ne peut pas tout expliquer. Qu'est-ce que c'est la dépendance visuelle au sens de l'équilibration? Eh bien, c'est le sujet qui, privé de son ancrage visuel, éprouve de grosses difficultés à tenir debout. Pour moi, ça peut donc être considéré comme une vraie dépendance visuelle, mais cette dépendance visuelle-là ne peut pas tout expliquer au niveau des symptômes. L'omission vestibulaire, c'est-à-dire le fait pour le système nerveux central d'oublier un capteur vestibulaire, c'est quelque chose de tout à fait plausible. C'est une notion qui a été évoquée par Georges Fraisse dans les années 80, sur base des découvertes faites avec l'EquiTest. L'entité sensibilité au glissement rétinien, en revanche, pour moi, n'est pas de la dépendance visuelle. On peut très bien souffrir de deux problèmes. On peut très bien souffrir de sensibilité au glissement rétinien et également être dépendant visuel pour l'équilibration, mais ces deux entités sont, pour moi, différentes. On n'est pas obligé d'avoir les deux. On peut avoir des gens, des jeunes personnes, par exemple, qui sont sensibles au glissement rétinien, mais qui ont un parfait équilibre, même en situation de privation visuelle totale. Et inversement, on peut avoir des personnes âgées qui sont très, très embarrassées dès qu'on éteint la lumière et qui ne sont pas gênées par le glissement rétinien. Alors, l'intolérance aux stimuli visuels complexes est le corollaire de cette sensibilité au glissement rétinien. Cette fameuse agressivité que ressentent certaines personnes par rapport à des stimuli visuels complexes, c'est lié à cette sensibilité au glissement rétinien. Voilà, par exemple ceci. C'est ce qui a été évoqué notamment par la Bahrani, c'est ce fameux stress provoqué par certains stimuli visuels. Et ici, c'est un patient qui m'avait pris en photo toutes les situations qui le rendaient assez dérangé, malade. Vous voyez que c'est assez compréhensible, ça saute aux yeux. L'explication a trait à la fréquence spatiale du stimulus visuel. Alors, la dépendance visuelle, comment est-ce qu'on peut la mettre en évidence de manière simple, écologique et sans avoir recours à des outillages bien onéreux? Eh bien, dans mon petit bureau là-bas à Bastogne, j'avais construit dans ma pièce un demi-cylindre avec un mur tout à fait blanc, un mur. Donc, vous voyez sur la droite la photo, un demi-cylindre totalement blanc, donc ça équivaut un petit peu à un écran de Goldman, où le sujet ne peut absolument pas s'accrocher visuellement. Il n'y a pas possibilité d'accrocher le regard, donc pas de convergence, pas d'accommodation possible. C'est très, 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 très embarrassant pour un sujet dépendant visuel. Et vous voyez sur la gauche que lorsqu'on fait une posturographie et qu'on fait une posturographie statique, une stabilométrie, on voit que en situation de privation visuelle totale, l'équilibration est plus compliquée qu'en situation de décor ambiant. Donc c'est le test par excellence de la dépendance visuelle, c'est le mur blanc. Alors, autre constat fait au cours de ma pratique quotidienne dans les premières années. Bon, je pratiquais aussi l'exercice du fauteuil baguette et j'ai constaté que la plupart des patients disaient, en voyant la mire passer devant les phares à l'arrière, oh monsieur, c'est quand vous passez devant les phares que je suis dérangé. Donc c'est à partir du moment où il y avait un arrière-plan très agressif que le patient était dérangé. C'est ainsi que j'ai eu l'idée d'introduire le PPS et donc de créer le PPS et de l'améliorer et de manière à ce que le patient soit dérangé tout le temps. C'est un petit côté sadique pour profiter de l'exercice pleinement au cours de toute la durée de l'exercice. Donc voilà, le PPS, vous le connaissez. Il avait évidemment pour but d'amplifier le bénéfice de l'exercice fauteuil-baguette et d'accélérer le traitement. Alors, ce PPS, j'ai eu l'occasion d'en parler pour la première fois à un congrès CIRV en 2014 à Charleroi. Et puis, quelques temps après, j'ai publié
un article en français dans la RFO pour en parler de cette technique, et j'ai eu l'occasion aussi de parler d'asténopie vestibulaire. Et là, c'était un petit peu audacieux de ma part. Je me dis, bon, je vais lancer un nouveau vocable alors qu'il y en a déjà tant dans le jargon vestibulaire, mais je me dis, en parlant d'asténopie, on mettra l'accent sur un terme que les ophtalmos et les orthoptistes connaissent bien, donc j'aurai l'occasion de faire un appel du pied au monde orthoptique, ophtalmologique, en disant que même dans le domaine des vertiges, on a besoin de ces professionnels du monde de la vision. Ensuite, j'en ai fait une traduction en anglais pour rendre la publication plus internationale, et j'ai présenté le PPS et la sténopie vestibulaire au Congrès mondial des ORL à Paris en 2017, au congrès IFOS. Ensuite, d'autres orthoptistes ont embrayé avec cette technique euh, et ont aussi publié. Alors, la notion d'asténopie vestibulaire, je l'ai distinguée de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire que je l'ai distinguée de la notion de dépendance visuelle, qui était très, très attachée à la notion d'équilibration. Moi, j'ai parlé d'asténopie vestibulaire parce que je voulais la distinguer de cet aspect équilibration. Pour moi, l'asténopie vestibulaire existe aussi en dehors d'une situation d'équilibration. Je voulais aussi apporter un plus par rapport à des notions qui existaient déjà, telles que le visual vestibular mismatch, que Art Mallinson, le Canadien, avait apporté. Il avait introduit cette notion de mauvais rapport entre le capteur vestibulaire et le capteur visuel. Bronstein avait parlé de visual vertigo, c'est-à-dire l'inconfort des patients par rapport aux stimuli visuels complexes. Et donc, j'ai voulu introduire une notion plus complète en termes d'explication. J'ai voulu souligner le fait que l'asténopie vestibulaire, elle survenait dans le décours du temps après une affection vestibulaire, donc en dehors d'une affection vestibulaire rotatoire. Il fallait que cette période rotatoire soit passée pour laisser derrière elle des traces sensorielles beaucoup plus permanentes et plus difficiles à traiter. J'ai invoqué plusieurs raisons à la persistance de ces symptômes, donc plusieurs raisons expliquant l'asténopie vestibulaire. J'ai aussi évoqué le désordre intégratif, donc ce fameux mismatch dont Mallinson parlait, mais j'ai parlé sous forme d'hypothèse d'une disharmonie pouvant exister entre la voie parvocellulaire et la voie magnocellulaire. J'ai bien sûr évoqué le désordre sensorimoteur visuel découlant directement de cette instabilité visuelle, donc les positions oculaires modifiées, modifiant les phories horizontales, verticales et torsionnelles, modifiant la proprioception oculaire et perturbant l'accommodation et tous les processus liés à la stabilité du globe oculaire. J'ai également parlé d'une décompensation possible d'une faiblesse ou défaut visuel sous-jacent, car il faut bien se rendre compte que tous nos patients vertigineux ne sont pas des sujets indemnes de pathologie visuelle, loin de là. Et la troisième raison invoquée, c'était une mauvaise dynamique binoculaire. Alors donc, après ces publications et ces communications faites aux orthoptistes, des orthoptistes se sont intéressés aussi à la technique, et Emma Rive, par exemple, a montré l'intérêt du PPS dans les cinétoses, à l'occasion de son TFE, de son mémoire, qui a reçu un prix ISAC en 2021. Armel Mélusson, Claire-Marie et Tanguilou Bizot ont montré l'intérêt du PPS dans d'autres situations, notamment le TDAH. Et puis Emma Rive a écrit un article dans la RFO sur base de son travail de fin d'études récompensé. Alors en 2021, j'ai quitté Bastogne, j'ai quitté mon Ardenne profonde pour aller m'installer beaucoup plus au centre de la Belgique, c'est-à-dire à Dinan, hein, vous le voyez, pas loin de Namur, le long de la Meuse, dans un gros hôpital, dans une région plus densément peuplée. Et j'ai vu là, à partir de 2021, que finalement, des kinés vestibulaires, il y en avait partout. Donc, on voyait fleurir dans tous les villages un kiné vestibulaire. Et donc, j'ai rencontré à partir de ce moment-là une patientèle tout autre, alors que je n'avais jamais rencontré de PPPD jusque-là.
j'ai commencé à partir de 2021 à rencontrer pas mal de patients en errance qui avaient déjà fait pas mal de traitements chez des kinés euh, à gauche ou à droite. Et donc, ça m'avait heurté et j'avais fait une petite communication un peu assez acerbe dans le forum de discussion Doc à Doc, un forum de discussion professionnel destiné aux ORL ou aux rééducateurs ou à quiconque s'intéresse au fertile. Et j'avais dit, tiens, est-ce que cette notion de PPPD, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec et un aveu de mauvaise prise en charge du patient vertigineux? En soulignant le fait que la plupart de ces patients n'avaient jamais vu ni d'ophtalmo, ni d'orthoptiste pour étudier leurs problèmes. J'ai en fait repris quelque chose qui avait déjà été avancé par justement Jean-Pierre Demanet, que je connaissais, hein. Jean-Pierre Demanet qui n'avait pas la langue de bois, il faut le dire, en 2003, car il avait déjà dit, avec la kinésithérapie vestibulaire, on a inventé la kinésivestibulopathie. Et il dénonçait notamment l'abus de stimulation optocinétique. J'ai ensuite tenté dans le but d'être constructif, j'ai tenté de refaire un petit peu de la discussion sur ce forum en disant, voilà, quand est-ce qu'on arrêtera de massacrer nos patients, voulant un petit peu redire pourquoi et comment on traitait nos patients, mais ça a été censuré, donc j'ai pas pu en parler. On dirait que ça dérange un petit peu quand on, on soulève certaines questions, il y a certaines choses qui sont tabous. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer en 2014 Zoe Capula et grâce à cette collaboration, j'ai pu mettre en évidence aussi des choses pour lesquelles j'avais une certaine intuition, c'est-à-dire l'altération de la conjugaison chez les vertigineux, la conjugaison des axes visuels. Et on a eu l'occasion donc en 2018 de réaliser une étude chez tous nos vertigineux et on a pu constater grâce à l'oculométrie, c'est bien la preuve que ici c'est important, l'oculométrie montre son intérêt, on a pu montrer le déclin de d'émergence et de la qualité de la conjugaison dans les pathologies vertigineuses. Et donc, à la suite de cette étude, réalisée sur une quinzaine de patients, on a aussi déjà édité un premier article où on montrait réellement que la convergence, plus que la divergence, mais la convergence était altérée chez les vertigineux, une convergence qui pouvait s'améliorer, bien sûr, avec une rééducation spécifique. Voilà, deux illustrations de ce cas-là. Et puis, avec Zoe, nous avons élargi et poursuivi nos expérimentations et on a montré en 2024, donc c'est tout récent, 2024 et ça s'est terminé en 2025, une nouvelle étude avec de nouveaux paradigmes qui incluent l'accéléromètre sur la tête pour mettre en évidence un lien entre RVO et vergence. On pouvait ainsi mesurer la vergence au cours de différentes situations de contribution du RVO à différentes profondeurs de l'espace. En quelque sorte, on pouvait réaliser du VHIT en binoculaire. Donc voilà, c'est assez simple. L'enregistrement oculométrique permet, tout comme le VHIT, de connaître le gain du RVO, mais cette fois-ci en tenant compte de la binocularité. Donc les résultats de cette publication, de cette étude, sortiront dans une publication prochaine. Alors, dans mon parcours, j'ai aussi eu la grande chance de croiser le chemin de Pierre-Yves Libois, un neurologue, et son équipe, Véronique Carlier, Claire Michel, et on a pu, grâce à cette équipe, faire plusieurs études autour du PPS. Claire Michel a d'ailleurs été la première, Claire Michel est une neurologue, la première à pouvoir démontrer le lien qui existait entre photophobie et potentiel évoqué. Donc, elle a mis en évidence justement le fait que cette voie magnocellulaire était prépondérante chez le migraineux, tout comme chez le vertigineux. Alors, cette équipe de neurologues et collaborateurs s'est intéressée en premier lieu aux patients dysomniaques et a étudié donc les troubles du sommeil et l'effet du PPS chez les patients dysomniaques. Donc, ils ont fait une étude assez sophistiquée avec un équipement assez laborieux, avec électroencéphalogramme, avec électrocardiogramme, avec mesure du débit d'oxygène, avec
électromyogramme pour étudier les contractions musculaires au niveau des masséter et au niveau des jambiers, et bien sûr électro-oculogramme pour vérifier l'oculomotricité. Donc ce qu'on a constaté après cette étude-là, hein, et sur base des tracés électrophysiologiques, hein, électroencéphalogramme, électro-oculographie et électromyographie, ce qu'on a constaté, c'est que l'activation du système vestibulaire par la technique du PPS entraîne des modifications végétatives et cérébrales propices à l'endormissement. Donc c'est assez sympa, c'est un exercice qui n'est pas agressif, c'est un exercice qui calme. Alors pourquoi? On a voulu savoir pourquoi ça calmait. Eh bien en fait, les examens nous montrent que apparaît un rythme alpha-centropariétal comme celui décrit par Brands et équipe, et aussi par Guéras et équipe, qui ont confirmé que cet alpha était bien une signature physiologique de l'inhibition réciproque entre les afférences vestibulo-oculaires. Hein, je vous parlais de mismatch, de concurrence. Eh bien, l'exercice PPS permet de régler ces problèmes de concurrence, ces problèmes intégratifs entre le visuel et le vestibulaire. Alors, après avoir étudié les sujets dysomniaques, on a étudié bien sûr les sujets qui m'intéressent moi, c'est-à-dire les patients vestibulaires unilatéraux, c'était plus simple, et on a fait les mêmes études chez des patients vestibulo-lésés et bien sûr chez des sujets sains. Donc on a étudié EEG, EOG, EMG et cardio-respiratoire sur 20 sujets sains, à différentes fréquences, yeux ouverts, yeux fermés, avec ou sans fixation, sur fond neutre ou devant PPS, pour vérifier tous les paradigmes possibles. Alors, ce qu'on constate chez le sujet sain, hein, grâce à l'analyse par ondelette de l'EEG, en C3, F3 et O3, c'est-à-dire là où sont positionnés les électrodes, eh bien, on constate, après une séance de PPS de 15 minutes, on constate qu'il y a cette fameuse bande alpha qui apparaît, qui est bien identifiable sur cette analyse, ici en C3, au niveau central, qui est corrélée à la fusion quasiment permanente relatée par le sujet. Fusion au niveau orthoptique. Hein. Alors, les résultats traités par ondette confirment l'harmonisation et la stabilité de l'EEG avec un alpha frontal central maximal dans certaines conditions de rotation, c'est-à-dire à basse fréquence entre 0,04 et 0,25 Hz, mais aussi en fonction de l'environnement, avec une prédominance nette de cette alpha caractéristique en présence de l'effet stéréoscopique du PPS par rapport au fond neutre ou au fond blanc. Les différents gradients de réponse observés dans les différents paradigmes nous renseignent sur la cinétique de l'adaptabilité du système intégratif aux conflits sensoriels. Les résultats cardio-respiratoires indiquent clairement, quant à eux, le confort ou l'inconfort végétatif du patient. Alors voilà, on a ici pu comparer ce qui se passait au cours de l'exercice PPS chez un sujet sain en bas et un sujet pathologique en haut. Ce qu'on constate, c'est au niveau de l'électro-oculographie, c'est que le sujet sain a une parfaite tenue du regard pendant l'exercice, hein, l'exercice qui comporte 3 séquences, une tête fixe, une deuxième tête mobile et une troisième tête fixe. Hein. Donc on constate au niveau de l'EOG une très bonne stabilité oculaire. On constate au niveau de l'EOG, on voit cette bande alpha en centrale. Et chez le sujet pathologique, on voit que l'électrooculographie est moins bonne, la stabilité oculaire est moins bonne au cours de l'exercice. Ça se traduit en analyse ondelette par une dépense énergétique plus importante. Au niveau de l'électroencéphalogramme, on voit que on n'a pas cet alpha, en tout cas pas au début de la prise en charge. On voit une grosse disharmonie au niveau de l'électroencéphalogramme et on voit au cours de l'évolution que à la troisième séance, après un mois de traitement, hein, c'est-à-dire 3 séances, on voit que l'électrooculogramme s'est parfaitement normalisé et est comparable à celui du sujet sain. On voit aussi que le tracé est beaucoup mieux avec la tête mobile, que la tenue du regard est parfaitement correctement réalisée. Et au niveau de l'EOG, on voit que l'EOG retrouve une certaine normalité avec apparition de cette alpha qui est la signature d'une harmonie visio-vestibulaire. En conclusion, ces diverses avancées dans la connaissance de la physiopathologie des symptômes sensoriels et perceptifs
décrits par un vertigineux peuvent maintenant être objectivés, expliqués et traités pour la plupart. Cette démarche qui inclut l'oculométrie, les explorations électrophysiologiques, neurologiques et l'examen orthoptique montre qu'il est possible de mieux appréhender les raisons des plaintes du patient. Et donc, je pense qu'à l'avenir, il faudra éviter de ne s'intéresser et de n'explorer que la qualité du RVO par l'étude de son gain, même à différentes fréquences, parce que ne s'intéresser qu'au RVO, ce serait ne s'intéresser qu'à la moitié de la vie du patient. Il faudra éviter de caricaturer la fonction vestibulaire comme étant la fonction de l'équilibration. En plus de l'état de compensation centrale et de la santé du labyrinthe, il faudra à tout prix s'intéresser à la face cachée de la vision fonctionnelle, à la qualité de l'entrée du signal visuel, à la binocularité sensorielle, à la dynamique binoculaire et au traitement du signal visuel. Ainsi, on pourra avoir une vision beaucoup plus large et complète de ce qui affecte notre patient. Il faudra, en matière de rééducation, il faudra reconsidérer la rééducation. Il faudra ne plus voir cette rééducation au vertige comme étant le traitement de l'équilibration, mais plutôt comme une réhabilitation de la symbiose visio-vestibulaire. Il faudra ne pas voir son patient comme un cyclope, mais bien comme un être doté de vision binoculaire. Le PPBD est probablement quand même et malheureusement le fait de multiples facteurs, dont plusieurs pourraient être évités, notamment le fractionnement des soins de santé, une lenteur dans la prise en charge et la mise en route des examens et des traitements, une pénurie de médecins ORL intéressés par les vertiges et suffisamment formés dans ce domaine. La Société française d'ORL, par la voix de son président Vincent Doirouzet, a d'ailleurs l'année passée lancé un cri d'alarme à propos de ce thème. Un schéma de prise en charge trop rigide et bien établi qui n'est pas optimal, parfois même délétère, et source d'erreurs de méthodologie, de méconnaissance et de traitement hasardeux, voire contre-indiqués, devrait être changé. Je suis occupé à faire une enquête dans un grand groupe de PPPD, une enquête dans un forum de patients, et cette enquête n'est pas terminée, hein. On a rassemblé jusqu'ici 38 réponses, c'est pas beaucoup. Je vois que sur ces 38 patients, 92% des PPPD font de la kinésithérapie vestibulaire. Je constate aussi que cette kinésithérapie peut se prolonger pendant des mois, voire des années, hein, et que ces patients bénéficient de traitements extrêmement longs sans voir de progrès. Je constate en interrogeant ces patients que les techniques utilisées sont utilisées de manière très, très aléatoire, un peu fantaisiste, et associe parfois plusieurs techniques dans la même séance, puisqu'on voit parfois du fauteuil rotatoire et de l'optocinétique, du fauteuil rotatoire et de la réalité virtuelle, de la plateforme d'équilibration instable avec de l'optocinétique. Enfin, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je terminerai par ça. Hein, la rééducation du vertigineux, ce n'est pas l'école de cirque, et ce n'est certainement pas en rendant les choses les plus compliquées possibles qu'on pourra améliorer nos patients, que du contraire, car c'est peut-être ces techniques fantaisistes qui sont à l'origine de cette errance thérapeutique et de cette pathologie qui s'incrustent et qui deviennent chroniques. Alors, le PPPD, évidemment, implique un état psychologique euh, favorable à entretenir ce problème chronique, hein. Un état déprimé survient et typiquement lié au PPPD, déprimé voire dépressif, mais cet état déprimé ou dépressif peut éventuellement être induit par l'absence d'amélioration, donc l'absence de traitement adéquat. Sur ce forum des PPPD, on constate en effet que les patients sont déprimés et que les patients sont un peu en mal de diagnostic quand on revient toujours avec cette notion de dépendance visuelle. Voilà, la dépendance visuelle, qu'est-ce que ça cache? Il faut absolument qu'on puisse décortiquer et qu'on puisse apporter notre contribution dans la prise en charge de ces patients. Je dis nous en tant qu'orthoptistes
car la kinésithérapie seule ne peut pas tout résoudre. Ici, vous voyez que cette patientèle PPPD consulte des ORL, mais les plaintes évoquées par les PPPD sont parfois tout à fait visuelles et tout à fait orthoptiques, hein. Ce patient-ci est incapable de se concentrer sur une lecture ou une tâche administrative. Il a aussi des problèmes de tangage et de sensation de déséquilibre en position debout. Et voilà, le diagnostic est dépendance visuelle. Donc, vous voyez, le PPPD, c'est un petit peu la fibromyalgie de l'ORL, hein. Le PPPD est à l'ORL ce que la fibromyalgie est au rhumatologue. C'est une pathologie un peu fourre-tout, un peu fonctionnelle, dans laquelle on met tout ce qui ne peut pas être étiqueté autrement parce que les signes cliniques ne le permettent pas. Alors, il existe évidemment et malheureusement une fracture entre les spécialités. Le médecin ORL d'un côté, titulaire de l'examen de l'oreille interne, et l'ophtalmologue de l'autre. Alors, qui fera le pont? Peut-être le neurologue qui pourrait assurer la liaison entre ces deux spécialités. En tant que rééducateur et pour la rééducation, je pense que l'orthoptiste est le rééducateur idéal qui pourra prendre en charge ces patients vertigineux pour éviter les dérives et le passage dans le PPPD. Euh, il faut donc revoir la façon d'aborder ce système vestibulaire, cette fonction vestibulaire. Nous avons l'habitude de présenter la fonction vestibulaire comme étant la fonction de l'équilibration, hein, une fonction d'équilibration qui met l'accent sur la stabilité de la tête et des yeux dans l'espace, stabilité de l'équilibre postural, mais euh, n'oublions pas que la fonction vestibulaire, elle est avant tout dédiée au sens du regard et elle permet de rendre la vision fonctionnelle. Les capteurs vestibulaires permettent une liberté d'action, une indépendance totale du regard par rapport au corps. Ce regard qui est un outil d'observation, d'analyse et de communication. Voilà, je pense que ça se termine. Tout qui s'intéresse à la fonction visuelle doit s'intéresser au vestibule et inversement, car toute dysfonction du vestibule induit des troubles de la fonction visuelle, car toute atteinte vestibulaire modifie le traitement du signal visuel, car toute vestibulopathie a des conséquences sensorielles et perceptives en cascade jusqu'au plus haut degré de la cognition. Voilà, merci de votre attention. Merci Alain pour cet exposé qui est très très clair et qui met en lumière l'importance justement de prendre le patient dans sa globalité et non pas l'équilibration juste pour le remettre debout, mais vraiment prendre en compte les questions visuelles. Alors j'ai Michael là, qui pose une question et il demande s'il y a un lien avec l'âge et ou les patients acouphéniques. Parce qu'apparemment il dit que beaucoup de ces patients en audiologie présentent un PPPD à l'anamnèse. Oui, avec l'âge, certainement, je parlais en intro de la comorbidité du PPPD associée à des problèmes vasculaires, euh, de, de, de tension artérielle, de cholestérol, d'hypertension, d'arthrose. Donc l'âge a certainement un rôle à jouer. Euh, il est évident que l'âge aussi est propice au déclin des organes sensoriels. Donc, euh, parmi ces organes sensoriels, bon, la vue décline, mais aussi l'oreille interne aussi. Donc, l'oreille interne, c'est le vestibule, c'est le labyrinthe, c'est la cochlée aussi. Donc, les patients acouphéniques euh, sont des gens qui ont des déficits auditifs et il est un peu logique de penser que s'il y a déclin de la cochlée, il y a aussi déclin du vestibule et donc vertige. Voilà. C'est bien. Moi, j'ai une question sur l'étude justement que tu as fait avec Zoe sur les questions de vergence. Donc, il y a un problème de convergence de ces patients quand ils font une tâche juste en profondeur, c'est ça? Oui, regarde. En profondeur ou même dans les saccades, car on peut, lors des saccades latérales, avoir un décrochage, une moins bonne conjugaison, un moins bon maintien de l'avergence au cours de la saccade, car dans la préprogrammation du mouvement de tête, on doit tenir compte de l'objectif dans l'espace et le sujet sain n'a pas de problème pour reprogrammer une vergence à l'atterrissage, correct, parce que son RVO est correct, mais en cas d'atteinte du RVO, la préprogrammation de l'angle de vergence correct à l'atterrissage semble ne plus être correcte. Et on constate à l'atterrissage des dysconjugaisons plus importantes que chez le sujet sain. Ok. Et pour toi, ces dysconjugaisons, elles sont en partie
responsable des troubles vertigineux ou c'est des conséquences? Est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule? Un responsable, peut-être pas des troubles vertigineux, mais responsable des symptômes évoqués Oui, par le patient. Le patient qui vient chez le médecin pour s'épancher sur ses plaintes ne fait pas la part des choses entre ce qu'il appelle vertige et ce qui n'est pas vraiment du vertige. Il parle de plainte. Et donc, c'est pour ça que le concept asténopie vestibulaire rassemble une série de choses, y compris les conséquences de l'affection vestibulaire. Donc, le mauvais atterrissage du regard lors d'un mouvement coordonné œil-tête, ça fait partie des conséquences et donc ça fait partie des symptômes qu'on met dans le sac des plaintes du patient. ok, merci. Alors là, j'ai une autre question de Pierre qui demande si tu recommanderais une prise en charge conjointe orthoptique, psychologique avec les TCC et médicamenteux, antidépresseurs pour potentialiser en fait l'effet du traitement, notamment pour les patients qui présentent un PPPD depuis longtemps. Est-ce que ça serait quelque chose que tu recommandes, cette approche un peu globale? Oui, global, certainement. Euh, En tant que thérapeute, que l'on soit médecin ou rééducateur, on a tous une petite fibre psychologique, d'accompagnement psychologique aussi, puisque toute prise en charge est bonne à prendre pour le psychologique, donc l'empathie est nécessaire. Il est clair qu'en tant que rééducateur, on a peut-être un peu plus de temps que le médecin, et donc cette empathie, elle est fondamentale pour le bien du patient. Savoir écouter, entendu, compris, c'est déjà fondamental. Les médecins souffrent aujourd'hui du manque de temps Oui, qu'ils ont devant eux, donc c'est clair que c'est le début d'un processus de dépression aussi, cette mauvaise écoute. Donc, le cas échéant, il n'est pas du tout un luxe de devoir faire appel à l'aide à un psychologue, ça certainement. Et la TCC est certainement la meilleure technique à proposer chez des patients qui pourraient développer un côté phobique aussi à la suite de ces vertiges. ok, ok. Merci Alain. Alors j'ai une autre question là de Stéphanie. Elle dit les patients sont souvent sous traitement médicamenteux, Tanganil et bêta-cerc, et cela pendant des mois, voire des années. Est-ce qu'il y a un lien avec les PPPD? Euh, en tant qu'arsenal médicamenteux, ces deux produits sont pratiquement les seuls, hein. Il n'y a que Tanganil en France, ça n'existe même pas en dehors de la France, Tanganil. On a chez nous en Belgique que le bêta-cerc, le cerc. Donc à part ces produits, rien d'autre. C'est un, on donnerait de l'homéopathie ou un effet placebo, ce serait pareil, hein. Il y a des gens qui ont besoin d'un médicament euh, pour justement se sentir rassurés, mais ça traduit le fait que ces gens sont en souffrance et ne sont pas guéris. À partir du moment où on va bien, on n'a plus besoin de médicaments. Donc moi, je plaide pour qu'une rééducation soit efficace et pour qu'on puisse se libérer d'un médicament. Ces médicaments-là, Tanganil et Bétacer, sont certainement pas mauvais. Ils font pas de tort, hein. Ils sont pas toxiques, il n'y a pas de dépendance. Donc peut-être l'estomac qui souffre un peu, mais dans ce cas-là, bon, on l'arrête. Mais autrement, c'est des médicaments qui sont sans conséquence. Mais ça veut dire que si on garde un médicament, c'est qu'on n'est pas entièrement satisfait de son état de santé. Diamox, c'est aussi un médicament, c'est ça? Diamox est un diurétique que l'on propose, en dehors du glaucome, on le propose pour le glaucome de l'oreille, c'est-à-dire le ménière, l'hydrops. Et c'est un médicament d'appoint pour la crise de ménière, mais il y a des alternatives à ça aussi. Bon, c'est à essayer. Et si ça marche, ça veut dire que oui, on a bien affaire à un ménière, problème de tension dans l'oreille interne. J'ai une autre question là de Florent qui demande si tu as un avis sur l'importance de la réfraction sphérique positive max dans ce type de prise en charge. Oui, absolument. Ça fait partie des choses qu'on regarde en tant qu'orthoptiste. C'est la moindre des choses que de vérifier si l'entrée du signal visuel est correcte. Et justement, c'est ça que je déplore aussi, c'est que la prise en charge du patient vertigineux n'est pas complète, en tout cas est insuffisante dès le départ. Si on part directement dans l'idée que le problème vient de l'oreille interne et que de l'oreille interne, ben, si on ne prête pas attention à l'entrée du signal visuel, on peut louper. Donc il faut au même moment vérifier que cette entrée soit correcte. Et c'est pour ça que je plaide pour que l'orthoptiste soit un acteur quasiment de première ligne en collaboration avec l'ORL ou le neurologue ou l'urgentiste
pour pouvoir donner son avis sur cette entrée visuelle et voir déjà s'il n'y a pas un problème de réfraction. Et c'est quand même très, très fréquent de voir que des gens sont mal corrigés ou pas corrigés. Voilà, ça, c'est évident. Et rien que l'amélioration de ça, ça peut déjà changer les choses et optimiser. Oui, bien sûr. Ok, merci. J'ai une autre question. Alors, j'en ai deux autres. Est-ce que la privation sensorielle méthode de Semon peut être indiquée pour des patients PPPD avancés? Alors, la privation sensorielle que plaide Semon. Oui, c'est Oui. ça. Alors, j'en ai pas parlé dans l'exposé, mais c'est vrai que Semon a rencontré des PPPD aussi. Semon a été en fin de carrière attristé de voir la façon dont son enseignement s'est dilué et a été finalement malmené, parce que il avait enseigné des fondamentaux et des règles à suivre qui étaient des règles à suivre de bonne conduite, évidemment tout à fait valides, mais ce qu'on en a fait, c'est pas du tout ça. Donc, il s'est désolé de voir le nombre de PPPD et la façon dont cette pratique a dégénéré. Et donc, à un moment donné, quand il a lui-même dû récupérer des PPPD, ça n'a pas été facile. Moi, pareil, je pense qu'il est beaucoup plus difficile de récupérer des PPPD qui ont été malmenés que de soigner un sujet dès le départ correctement. Donc, il a proposé, à un moment donné, ce monstre, c'était de passer par une étape de débrayage, de déconnexion totale, et il a proposé cette isolation sensorielle dans des questions d'isolation sensorielle pendant une semaine, de manière à ce que le système nerveux central puisse faire abstraction de tout ce qu'il a connu et pour pouvoir redémarrer à zéro. Bon, euh, bon, j'ai pas eu l'occasion de tester ça, mais l'idée est à creuser. Mais il n'y a pas des questions d'isolation sensorielle partout non plus, et donc, à mon avis, c'est pas techniquement très, très facile. Ok. Et qu'il y a Stéphanie qui demande si le PPPD existe chez l'enfant. Non, chez l'enfant, il n'y a pas de PPPD. Il y a, alors chez l'enfant, il a des pathologies qui sont parfois difficiles à étiqueter. Sylvette Viner-Vacher avait dressé euh, toutes les causes possibles des pathologies vertigineuses chez l'enfant. Il relève que une des causes principales, c'est justement la mauvaise réfraction. Donc la cause optique ophtalmologique est la première cause de vertige. L'émergence arrive en deuxième position et les migraines aussi, le terrain migraineux aussi. Le PPPD n'est pas évoqué chez l'enfant, heureusement. Ok. Et j'ai une dernière question là de Anne-Marie qui demande si les verres progressifs sont nuisibles pour ces patients. Nuisibles, non, mais justement, les vers progressifs sont une cause possible de problèmes intégratifs visio-vestibulaires et certains patients ne s'y font pas, ne peuvent pas s'y adapter. Donc, c'est une des choses auxquelles l'orthoptiste sera attentif. Le vers progressif est une option que l'on doit parfois abandonner si ces vers progressifs entretiennent un état vertigineux permanent dont on ne peut pas se défaire. Et là, j'ai Florent qui demande, je pense qu'on va prendre celle-là comme étant la dernière question, l'âge moyen des patients qui sont atteints par le PPPD. Tout à... Je pense à la lecture de l'article de la Barani que c'est une cinquantaine d'années. Et écoute, merci beaucoup Alain parce que moi je connaissais pas du tout, ou très peu avant d'avoir ton, ton intervention. J'ai vraiment compris qu'il y a besoin de cette approche quand même quand un patient présente des troubles vertigineux, d'avoir cette approche globale, de ne pas considérer que le côté ORL, l'oreille interne, de ne pas vouloir que le remettre debout et d'aller tout de suite vers la kiné vestibulaire, mais vraiment d'avoir cette approche où on examine aussi les entrées visuelles. Donc, je vais, pour les personnes qui étaient inscrites, vous faire parvenir un mail avec le lien vers le replay qui sera soit en ligne demain, soit en début de semaine prochaine. Alain, merci beaucoup pour ton temps, pour cet exposé qui était vraiment très, très clair et pour moi très informatif. Merci d'avoir pris le temps aussi de répondre aux questions. Et puis, le mois prochain, il y aura une autre intervention. Mais en tout cas, merci d'avoir commencé avec brio cette série de webinaires. Merci Muriel. Merci à tout le monde. Merci, au Je revoir. vous dis Au à revoir, Alain. bientôt. À Au bientôt. revoir.